Cette vidéo fait suite à celle sur la guerre des 6 jours, que je vous invite à regarder pour mieux comprendre ce qui va suivre. Nous sommes en 1967 dans le désert du Sinaï. Le vent souffle sur le sable laissant apparaître les restes d'un corps calciné, les restes d'une guerre. Et il semble ici qu'un pays a triomphé. Mais dans une guerre, personne ne gagne. L'un perd moins que l'autre. C'est tout. Ce conflit qui a eu lieu, c'est la guerre des 6 jours. Guerre qui permit à l'État d'Israël de s'étendre largement en annexant le Sinaï, le plateau du Golan et la Cisjordanie. La guerre des 6 jours était terminée, mais la paix n'était pas instaurée pour autant. Les pays arabes ne comptaient pas, malgré leurs défaites, négocier ou traiter avec l'État hébreu. Une guerre d'usure s'était donc installée entre les différents belligérants, surtout entre l'Égypte et Israël le long du canal de Suez, et donc de la nouvelle frontière israélo-égyptienne. Durant près de 3 ans, des attaques ponctuelles avaient lieu des deux côtés de la frontière. Les Israéliens soutenus par les États-Unis et les Égyptiens par l'Union soviétique n'étaient donc pas prêts d'enterrer le conflit israélo-arabe qui allait bientôt atteindre son point culminant avec la guerre du Kippour. Guerre dont nous allons parler aujourd'hui. Dans ce cadre de tension et de guerre d'usure, virent le jour des fortifications dans le Golan et le Sinaï afin de permettre à l'État hébreu de défendre son nouveau territoire. Parmi ces fortifications, une restera gravée dans l'histoire, la ligne Bar-Lev, une chaîne de fortifications israéliennes construite le long du canal de Suez, longue d'environ 200 km, comprenant une trentaine de postes en béton renforcé. Cette ligne de fortification était une barrière imprenable, qui permit aux Israéliens d'observer leurs ennemis tout en cachant leurs activités. La guerre d'usure sévissant depuis 1967 se termina en août 1970 pour diverses raisons. La ligne Bar-Lev sera partiellement abandonnée, mais elle restera tout de même une ligne de défense et d'observation très efficace contre de possibles menaces égyptiennes qui, quant à eux, conservaient malgré le cessez-le-feu un armement important de l'autre côté du canal. En septembre 1970, le grand dirigeant égyptien Gamal Abdel Nasser, symbole du panarabisme et du nationalisme arabe, s'éteint à l'âge de 52 ans des suites d'une crise cardiaque. Il sera remplacé par un autre grand dirigeant égyptien, Anwar el-Sadat. Plus modéré que son prédécesseur, il était prêt à négocier avec l'État d'Israël afin de restaurer la souveraineté de son pays et donc de récupérer le Sinaï. Mais ces tentatives de diplomatie furent un échec. L'État hébreu ne souhaita pas négocier le Sinaï qu'il jugeait indispensable à la sécurité de leur pays. Et comme on le sait, après la diplomatie, il y a la guerre. C'est le 30 novembre 1972 que Sadat prend la décision finale d'entrer en guerre, lorsqu'il sait qu'une solution diplomatique sera impossible. Et c'est comme cela que va naître la guerre du Kippour. Une guerre qui aura lieu conjointement avec la Syrie, qui sera quant à elle soutenue par la Jordanie. Début des années 70, on est en période de détente, c'est-à-dire que les relations entre les États-Unis et l'URSS sont moins tendues. C'est la période calme de la guerre froide. Donc logiquement, l'Union soviétique, qui a clairement compris que Sadat préparait une attaque sur Israël, veut éviter le conflit. Car pour rappel, l'Égypte est soutenue par l'URSS et Israël est soutenu par les États-Unis. Pour l'Union soviétique, il vaut donc mieux éviter cette guerre pour ne pas se retrouver en conflit ouvert avec les États-Unis. Les deux superpuissances se sont d'ailleurs rencontrées à Oslo pour maintenir le statu quo entre les deux pays. Mais la détermination de Sadat était inébranlable et il était prêt à entrer en guerre même sans le soutien de l'URSS. Si l'on récapitule, on a deux pays, l'Égypte et la Syrie, bien déterminés à prendre leur revanche sur 1967, récupérer leur territoire et redonner confiance au monde arabe. Plus précisément, le but de l'Égypte est bien plus stratégique. Il ne veut pas récupérer le Sinaï, mais seulement faire reculer l'armée israélienne de quelques kilomètres afin de s'imposer en position de force pour de futures négociations avec l'État hébreu. Il veut faire la guerre pour préparer la paix. L'objectif de Sadat, ce n'est pas de gagner une guerre, mais d'obtenir une victoire militaire pour atteindre un objectif politique. Car il le savait, l'économie égyptienne était fragilisée par la perte du Sinaï en 67. La situation économique du pays ne permettait donc pas de financer une opération militaire de longue durée, et donc de récupérer la totalité du Sinaï. C'est dans ce contexte que l'opération Minaret, renommée en opération Badr, va voir le jour le 6 octobre 1973. Une opération secrète égyptienne lancée conjointement avec la Syrie, ayant pour but de récupérer une partie du Sinaï ainsi que le Golan. L'attaque aura lieu pendant le Yom Kippour, fête très importante pour les Juifs. Date stratégique car beaucoup de soldats israéliens étaient en permission. Mais comment les Égyptiens allaient-ils traverser le canal et surtout percer la ligne Bar-Lev? L'idée la plus logique d'utiliser des explosifs était trop coûteuse et trop longue. C'est finalement des pompes à eau qui seront utilisées. En effet, grâce à la pression de l'eau exercée par les pompes, il fut possible aux Égyptiens de percer la barrière de sable en 2 heures.
Et c'est cette idée ingénieuse qui permit aux Égyptiens de surprendre les Israéliens. De plus, les États-Unis et Israël étaient formels. Une manœuvre militaire visant à traverser le canal et attaquer le Sinaï n'était absolument pas à la portée de l'armée de Sadat, vu la prouesse technique que cela représentait. Les Israéliens estimaient que pour percer la ligne Bar-Lev à l'explosif, il faudrait au minimum 24 heures. Ils n'avaient pas prévu l'utilisation par les Égyptiens de pompes à eau. Ils considéraient donc cette attaque improbable. Et ils n'avaient pas tort. Pour que l'attaque soit efficace, le Caire est sans appel. Elle devait être menée simultanément par l'Égypte, la Syrie, ainsi que la Jordanie. Également, d'autres pays arabes devaient fournir un renforcement aérien pour contrer la supériorité israélienne dans ce domaine. L'Égypte obtiendra d'ailleurs un soutien politique de plusieurs pays arabes, qui utilisent pour la première fois l'arme du pétrole pour faire pression sur les pays occidentaux. Pour ne pas éveiller les soupçons de l'attaque, Sadat fut très ingénieux. D'abord, depuis son ascension au pouvoir, le dirigeant égyptien menace continuellement Israël de guerre, à tel point que ces menaces furent à un moment ignorées. De plus, à de nombreuses reprises, les exercices militaires égyptiens eurent lieu près du canal, causant de fausses alertes dans l'État d'Israël. Et quand les troupes égyptiennes se sont positionnées en vue de l'attaque, les Israéliens ne prirent pas la peine de se mettre en alerte, pensant à de nouvelles manœuvres d'entraînement. Il faut aussi notifier que les Égyptiens ont accordé énormément d'importance à l'effet de surprise. Les soldats égyptiens et les commandants de peloton ont été prévenus seulement 6 heures avant l'attaque. Sadat a fait semblant d'être très malade plusieurs jours avant l'opération. Des fausses fuites disaient même qu'il cherchait une résidence en Europe pour subir un traitement. Bref, c'est aussi grâce à ce travail pour normaliser les actions égyptiennes que l'opération fut un réel succès. Malgré ce travail pour dissimuler l'opération Badr en septembre 1973, les Israéliens reçoivent 11 alertes leur indiquant qu'une attaque égyptienne est proche. Une de ces alertes provient même du roi Hussein de Jordanie. Il ne veut pas faire la guerre. Mais toutes furent ignorées. Les Israéliens étaient persuadés que les Arabes n'attaqueraient pas. C'est seulement le 6 octobre à 4h30, soit 9h30 avant l'attaque, que les Israéliens prendront connaissance de cette opération imminente, soit bien trop tard. De plus, les Israéliens pensaient l'attaque à 18h, alors qu'elle eut lieu à 14h. Le 6 octobre 1973 à 14h, après un pilonnage d'artillerie, les Égyptiens traversent le canal. 500 blindés peuvent également passer le cours d'eau grâce à la logistique soviétique. L'opération est un succès et l'utilisation des pompes à eau se révèle très efficace. Les Égyptiens triomphent. Ils ont passé le canal, percé la ligne Bar-Lev, réussi l'impossible. La Syrie lance simultanément une attaque sur le plateau du Golan, avec une forte supériorité numérique, notamment grâce au soutien technique et matériel d'autres pays arabes. En Israël, c'est la panique. L'invincible armée du Tsahal n'a pas pu prévoir l'attaque. Le 6 au soir, c'est la pagaille. Les Israéliens reculent de partout et subissent de lourdes pertes. Les Arabes triomphent donc les premiers jours de l'offensive. Les Israéliens, jusqu'alors invaincus, considérés comme invincibles par certains, font fi d'un terrible bilan. Les Égyptiens ont eu leur revanche sur 67. Il faut savoir que le Sinaï était une zone tampon, c'est-à-dire une zone vide entre Israël et les Égyptiens. Étant donné que cette zone tampon séparait de 200 km les Égyptiens des premières habitations israéliennes. Bref, c'est donc un champ de bataille de 200 km qui offrit la plus grande bataille depuis la Seconde Guerre mondiale. Bataille qui tourna à l'avantage d'Israël. Sur le Golan, la guerre se joue. Les Syriens ont largement avancé dans les terres et se rapprochent du lac de Tibériade. Après d'intenses combats, les Israéliens réussirent à reprendre le mont Hermon et lancèrent une contre-offensive importante. Sadat, quant à lui, va faire une erreur. Il délaisse la partie ouest du canal et se concentre sur l'est. Le général israélien Sharon profite de cette brèche et lance une contre-offensive sans l'accord de ses supérieurs. Il traverse le lac Amer, une zone très difficile pour les blindés, afin de se retrouver de l'autre côté du canal, derrière les Égyptiens. Sadat, le 20 octobre, qui voit que les Israéliens sont en train de couper en deux son dispositif, propose de signer un cessez-le-feu qui sera mis en place par l'ONU 2 jours plus tard. Mais les combats reprennent le 23 malgré le cessez-le-feu. Le conflit qui semblait se calmer va s'internationaliser. Sharon arrive, avec son plan de contournement, à isoler une partie de l'armée égyptienne malgré le cessez-le-feu. L'URSS met en état d'alerte de nouvelles troupes au pied de guerre et accuse les Israéliens de ne pas respecter le cessez-le-feu. Les États-Unis répliquent en mettant en alerte la force stratégique nucléaire américaine. C'est l'escalade. Le 24, l'ONU impose un nouveau cessez-le-feu qui sera respecté ce coup-ci. Bilan des courses, le général Sharon a réussi à totalement scinder le dispositif égyptien et a placé ses chars à 100 km du Caire. L'Égypte reste enfoncée de quelques kilomètres dans le Sinaï et Israël a repris totalement le contrôle du Golan et a même avancé un peu plus loin encore dans les terres. Mais cette guerre va être un véritable séisme en Israël, qui n'avait jamais connu une telle remise en question. Pour la première fois,
Israël s'est fait avoir. La population accuse d'ailleurs le gouvernement de ne pas avoir été compétent quant à la préparation et la situation de cette guerre. Golda Meir sera poussée à démissionner en 1974 suite au mécontentement de l'opinion publique. Après la guerre, et pour la première fois de l'histoire du conflit israélo-arabe, des discussions de paix vont avoir lieu. Sadat avait réussi son objectif. Il s'engage dans ce processus de négociation qui mèneront 5 ans plus tard aux accords de Camp David, et donc à la restauration pour l'Égypte du Sinaï. La paix entre l'Égypte et Israël fut négociée en 1979, ce qui aurait pu lancer l'ère de la paix entre Israël et le monde arabe. Mais cette nouvelle paix israélo-égyptienne fut fortement contestée, à tel point que l'Égypte fut exclue de la Ligue arabe et Sadat assassiné en 1981. Pour les pays arabes, c'était clair, toujours pas de paix avec Israël. De toute façon, on ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre, et la guerre ne meurt jamais. Alors, où est la place de la paix ?